bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour une nouvelle preview de division aujourd'hui avec la division du champion en titre des Chiefs de Kansas City dans l'AFC West qui vont tenter d'aller chercher un 8e succès consécutif, si je ne dis pas de bêtises, dans cette division. Et pour parler avec moi de cette AFC West, on retrouve celui qui m'accompagne maintenant depuis tout le temps. On passe presque notre vie ensemble. C'est Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à tous les agents libres. Écoute, ça va super. On va parler d'une division relevée, donc chouette. Et on réaccueille celui qui nous a accompagnés pendant tous les dimanches, quasiment l'an dernier, plus pendant les lives spéciaux, plus pendant un nombre de soirs incalculable, et qui fait son retour dans TFA. C'est Bertrand. Salut mon Bertrand, comment vas-tu? Bonjour, que d'éloges pour démarrer le podcast, c'est super sympa. Oui, content d'être de retour et puis de m'amuser avec vous de nouveau. Et bonjour à tous les agents libres qui ne le sont plus, bien évidemment. Ouais, il y en a de moins en moins, hein. La liste se Ouais. réduit. C'est Dalvin Cook a retrouvé son stylo, tout ça, c'est terrible. Ezekiel Elliott aussi. Ezekiel Elliott aussi, ils l'ont presque retrouvé en même temps d'ailleurs, Ouais. c'est absolument incroyable. On part dans cette AFC West, une AFC West qui s'annonce, si l'on en croit les bookmakers, assez déséquilibrée, puisqu'ils mettent très largement les Chiefs de Kansas City favoris. Bertrand, toi, est-ce que tu attends une AFC West quand même disputée? J'attends, alors bien sûr, parler en détail de toutes les équipes, évidemment, mais c'est sûr qu'au niveau de la FC West, on espère simplement que les Chiefs et les Chargers restent sur leur même niveau, même si du côté Chargers, il y a toujours un petit déséquilibre, mais ça, on en parlera après. Mais surtout, une remontée des Broncos, avec le détail qu'on leur donnera, ce qui leur permettra de challenger un peu cette division. Et les Raiders, je pense que ça sera un petit peu juste, même beaucoup très juste, pour pouvoir combattre. Donc, une AFC West intéressante et palpitante à suivre. Mon Yaya, pour toi, division équilibrée, très déséquilibrée? Déséquilibré, je pense que quasiment, c'est déjà on va se battre pour la deuxième place, pardon, pas la seconde, la deuxième. Et l'autre question, c'est est-ce que les Chiefs vont perdre un match intra-division dans la saison, puisque l'année dernière, de mémoire, ils ont fait le carton plein. Oui, je te confirme. Et donc c'est pas sûr qu'ils fassent autre chose cette année. Moi, je les vois bien repartir comme ça. Donc moi, je pense que oui, les Chiefs sont encore largement favoris. Ils nous avaient même fait le cercle arctique, tu sais, contre les Raiders, qu'on a vu dans la série quarterback. Oui, c'est Voilà, vrai. le fameux cercle où ils étaient tous les uns à côté des autres avant de lancer le jeu. Bref. Mais le jeu a été rappelé. Et le jeu a été rappelé. On va pas parler des Chiefs tout de suite, on le garde pour la fin. Vous avez l'habitude, si vous suivez les previews, on prend l'ordre inverse du classement de 2022 et on remonte jusqu'aux champions en titre. On commence donc par les Broncos de Denver qui ont l'an dernier eu un bilan de 5 victoires, 12 défaites, une année catastrophique, alors que l'on s'attendait plutôt à des bonnes choses avec l'arrivée de Russell Wilson. Ça a été une catastrophe. On rappelle donc 5 victoires, 12 défaites, seulement 16,9 points en moyenne inscrits en attaque, 60,5% de taux de complétion pour Russell Wilson, 16 touchdowns, 11 interceptions. Bref, une année cauchemardesque. Il y a eu un changement majeur cette année chez les Broncos, c'est qu'il n'y a plus Nathaniel Hackett au coaching, il y a Sean Payton. Est-ce que Bertrand, Sean Payton peut créer une alchimie avec Russell Wilson qui va permettre de faire passer ces Broncos dans la dimension dans laquelle on les attend? Alors, par rapport moi, je vais dire oui, mais je vais bien sûr mettre un bémol parce que je pense que les Broncos ont toujours été une franchise qui ne sont jamais trop dans une construction d'effectifs, même si ils ont construit une défense vraiment performante. Mais malgré tout, j'ai toujours l'impression en attaque, c'est toujours d'aller chercher des quarterbacks qui sont déjà bien établis, on va dire, mais Peyton Manning, ça a fonctionné. Dans un autre temps, il y a eu d'autres quarterbacks du même style. Et là, on a fait le coup avec Russell Wilson. Bon. En fait, cette franchise, elle surréagit sur tous ces éléments-là. Après, elle se dit,
ouais, ça n'a pas fonctionné là, donc on va rajouter un bon coach qui vient d'une autre franchise, qui est très très bon, mais elle n'est jamais dans une construction. Et c'est ça que je retrouve très souvent chez les Broncos au fil des années. Et c'est un peu ce qui est dommageable. Alors Peyton, est-ce qu'il va pouvoir justement apporter cet élément qui va faire passer un cap, une étape supérieure à Russell Wilson? Moi, je pense que oui. Il a quand même eu un certain nombre d'années, je crois que c'est 16 avec les Saints, où il a apporté tout un système offensif. Et je pense qu'avec l'apport de Jerry Jeudy et Courtland Sutton, qui va pouvoir justement, à l'inverse de Nathaniel Hackett, développer tout leur potentiel sur la partie en attaque, et l'apport de Mims Junior à la draft, qui a été vraiment un prospect très très bon et très bien noté au niveau de ses performances, ça risque de justement développer du jeu enfin. Et puis après, ils se sont aussi renforcés avec Mike Gnichley, qui permet, a priori pour le moment sur le papier, de noter la ligne offensive de Broncos comme la 7e, je dis bien, par rapport à un ranking qui a été fait par des insiders américains. Donc, 7e sur 32, c'est très bien. Une très bonne défense, une attaque améliorée, un coach qui semble équilibré et qui devrait apporter également, je veux dire, une construction au niveau de l'attaque. Je pense que ça peut faire une bonne alchimie. Justement, tu parlais de la ligne offensive, c'était là-dessus que je voulais rebondir aussi. La ligne offensive a été catastrophique l'an dernier, a été mise en grande difficulté. Alors il y a eu des blessures dans la ligne, mais là on a l'impression quand même dans cette off-season qu'ils ont vraiment essayé de régler le problème. Tu as parlé de l'arrivée de Mike McGlinchey, il y a aussi celle de Ben Powers. Ça fait deux grosses arrivées dans cette ligne offensive. Si on prend au poste de running back, on a l'arrivée de Samaje Perine qui faisait des bonnes choses du côté des Bengals de Cincinnati. Est-ce que tous ces ajouts en attaque peuvent vraiment permettre aux Broncos d'avoir une véritable attaque? On rappelle que l'an dernier, s'ils avaient marqué juste 7 points de plus dans chaque match, un touchdown de plus, ils passaient à un bilan qui était largement meilleur, ils étaient même en playoff. Oui, alors il y a peut-être une chose qu'on oublie de rappeler par rapport à l'an passé, c'est que le trade amenant Russell Wilson s'est fait très tard. Il n'a pas eu le temps d'apprendre l'attaque. Donc, je pense qu'il aurait fallu simplifier le cahier de jeu et il manquait quelques éléments. Donc, effectivement, je pense qu'il y avait un problème de communication par rapport à cette attaque et que notre ami Russell Wilson n'a pas compris l'attaque. Là, cette année, il a eu toute la saison et comme vous l'avez très bien dit, je trouve que ramener Peyton est une bonne idée. Après, là où je rejoins Bertrand, c'est que les Broncos ne sont pas forcément dans la construction. Et aujourd'hui, je pense qu'ils le sont un peu plus avec la prise de recul de John Elway. John Elway, qui était le quarterback des années 80-90, qui a gagné 2 Super Bowls et qui s'est retrouvé, par le biais de son contrat, en tant que joueur, avoir des actions sur la franchise et donc se retrouver au poste de président. Du coup, effectivement, il a fait des coups. Ils ont tenté le all-in avec Russell Wilson. Ils vont payer très, très cher. Et cette année, il faut que ça paye. Sinon, c'est le flop intégral. Donc, il y a beaucoup de pression sur Russell Wilson. Et je pense que plus que tous dans la ligue, dans la ligne d'attaque, c'est Russell Wilson qui va avoir la pression. Donc, le vrai baromètre, ça va être est-ce que Russell Wilson était un pur produit du système de Pete Carroll? C'est la première solution. Ou alors, c'est un excellent quarterback qui a eu une année sans parce qu'il n'avait pas de coaching. Et d'ailleurs, je pense que ton ami Sean Payton, puisqu'il était à New Orleans avant, s'est un peu tiré une balle dans le pied en critiquant ouvertement dans la presse le travail du coach précédent. En gros, Nathaniel Hackett. Nathaniel Hackett. Il s'est excusé depuis. Oui, mais ça fait un peu genre, on est au début du training camp et on sort déjà le parapluie. C'est pas un très bon signe. C'est vraiment pas un très bon signe. Même si, bon, après, ça s'entend, mais tu le dis pas à la presse. Oui, parce que c'est vrai qu'entre nous, on va reconnaître que sur sa phrase en tant que telle, on peut pas dire qu'il est spécialement tort. Tu vois, dire que Nathaniel Hackett a fait un boulot plus que médiocre, si ce n'est mauvais.
Bon, on va presque tous être d'accord là-dessus. Après, je suis d'accord avec toi qu'il y avait la forme et le dire devant la presse comme ça, c'est pas terrible. Honnêtement, c'est vraiment pas terrible. Alors, Et je pense qu'il sait qu'il a fait une je, connerie, mais c'est pas sa première. Oui, mais oui, Bertrand. je vais juste nuancer le propos par rapport à Yaya, c'est par rapport à Russell Wilson et les excuses qu'on peut lui trouver l'année dernière. Moi, je pense que en tant que coach, quand tu vois que ça ne tourne pas, tous les coachs et les bons coachs, ils arrivent, on va dire, à s'adapter après par la suite, à faire en sorte que l'équipe tourne quand même. Là, ça a été une catastrophe de A à Z. Donc, c'est pas que de la faute de Wilson, mais je pense que le gros souci qu'il y a eu, c'est juste que Nathaniel Hackett, il n'était pas un bon coach. Donc là, la différence, c'est que, franchement, si tout tourne bien, l'équipe, elle fait même peur au final. Parce que si Javonte Williams garde sa bonne santé, il évite de se refaire les croisés, Samaje Perine en complément, Adam Troutman en Thaïlande, Greg Dulcich qui a fait une super saison, la ligne offensive, on vient d'en parler, Frank Clark qui arrive des Chiefs, qui vient en complément, même s'il avait un coup de moins bien aller chez les Chiefs, entre guillemets. Voilà. Après, on a Zach Allen qui arrive des Cardinals. On a conservé Justin Simmons, Patrick Patterson 2, Randy Gregory. Bon, après, on sait pour le moment où est-ce qu'il en est, mais malgré tout. Voilà, j'ai juste fait quelques noms, et quand on les fait les uns par les autres, si tout tourne bien, et si John Payton arrive à mettre une main de gant de fer dans une main de fer dans un gant de velours, si j'arrive, voilà, à ce moment-là, ça risque d'être une équipe qui fera plutôt peur. Il a commencé à foutre les jetons. Ouais. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est une équipe qui est vraiment en construction. Et pour l'instant, ils sont loin d'être prêts. Et ils sont loin. S'ils font une saison, allez, s'ils sont encore dans la course après la semaine 10, c'est un exploit quasiment. Moi, Moi, je pense que la défense, elle a toujours réussi à conserver les Broncos à vraiment, tu sais, dans les matchs, même s'ils allaient perdre, parce qu'il était du 16-9, du 17-10, enfin, je ne les ai plus en tête, mais enfin, globalement, et rien que déjà ça, elle n'a pas bougé, elle s'est même renforcée. Donc, de toute façon, faire pire en termes de résultats, ils ne pourront pas faire pire. Maintenant, je ne te dis pas qu'ils vont faire une fiche de 12-6, ou 5. voilà. Ou 12-5, pardon, ouais, de 12-5. Mais au global, je suis sûr que si Sean Payton, une construction ou pas, il arrive à mettre une bonne mayonnaise dans tout ça, ça risque d'être plus compliqué qu'on ne le pense pour les autres équipes de l'AFC West. Bah, surtout qu'ils ont l'avantage, entre guillemets, d'être à mile high. Ouais, aussi. Ouais. La défense, pour vous, elle restera aussi bonne. On rappelle qu'ils étaient 7e en nombre de yards concédés l'an dernier. Ils ont lâché excuse-moi, mais ils ont lâché l'affaire en fin de saison, ce qui a provoqué le départ de Hackett. C'est pas l'attaque qui a provoqué le départ, c'est parce que la défense a complètement lâché parce qu'ils n'en pouvaient plus de tenir l'équipe. Faut remettre les choses dans le contexte. Est-ce que ils vont pouvoir se remettre dedans? C'est une vraie inconnue. Pour moi, ils ont toujours une tradition, enfin depuis quelques années, et oui, ils vont être mais j'ai peur qu'ils se fassent dépasser par d'autres défenses de la ligue qui sont elles aussi beaucoup renforcées. On passe aux Raiders, les amis, les Las Vegas Raiders, qui seront les hôtes du prochain Super Bowl d'ailleurs. Hein, bon, Oui. il y a peu de chances qu'ils y soient, mais ce sera les hôtes. Déjà, c'est pas mal, c'est déjà une bonne chose pour eux. Ils verront le Super Bowl de près. Les Raiders, qui ont donc l'an dernier un bilan de 6 victoires et 11 défaites, ils ont perdu Derek Carr, parti du côté des Saints. Ils ont récupéré Jimmy Garoppolo. Est-ce que, Bertrand, pour toi, ce changement de quarterback peut être bénéfique, ou est-ce que la perte de Derek Carr est vraiment une grosse perte pour les Raiders? Alors, le souci, c'est que tout ça, c'est pas une décision, on va dire, entre guillemets, des joueurs en eux-mêmes ou même du président. On revient encore à un coach qui veut imposer son propre système à une franchise. Et donc là, on est dans le problème Josh McDaniel. C'est-à-dire, c'est la maison Patriots anciennement. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été faire son marché chez les anciens Patriots qui connaissent le système. Donc, globalement, il sait très bien qu'avec Jimmy Garoppolo, il n'aura pas un Justin Fields dans les mains, mais il aura un joueur qui saura s'adapter au niveau du jeu et de ce que lui demandera. Voilà. Il ne va pas ressortir de ses joueurs
le meilleur d'eux-mêmes. Il veut qu'ils appliquent son système parce qu'il doit avoir, à mon avis, un ego un peu surdimensionné, ce monsieur. Jimmy Garoppolo, au final, oui, il vient, mais il a une cheville en vrac et son contrat en soi le démontre bien, où il y a une tonne de clauses qui, s'il se casse la cheville parce qu'elle est tellement en miettes, qu'au final, le contrat s'arrête automatiquement. Donc déjà là, on est, on va dire, dans une incertitude là-dessus qui est quand même importante. Josh Jacobs, il y a un excellent article qui est sorti là récemment sur The Free Agent, vous pouvez aller le voir, nous démontre aussi que la situation n'est pas prête de s'améliorer pour le moment. Donc, et on est sur une franchise qui est vraiment à deux têtes. Une tête en attaque qui, entre guillemets, se limite à 3 joueurs, se limitait à 3 joueurs à l'époque entre Josh Jacobs, David Carr, non, Derek Carr, pardon. Et Derek, ouais. Et Davante Adams. Et puis, c'était tout. Ça s'arrêtait là. Au-delà de ça, il n'y avait plus rien à côté. Et en défense, bon, bah, j'en parle même pas. Là, elle est classée 31e par les insiders américains pour ce qui est à venir. Même avec l'apport du Tyree Wilson, du joueur drafté justement pour être un suppléant également avec Max Crosby au niveau du pass rush. Mais malgré tout, c'est pas un rookie qui va changer l'ensemble de la défense, ainsi que Marcus Peters qui arrive lui en tant que vétéran pour apporter un peu d'expérience. Enfin, Marcus Peters n'est pas sur ses meilleures années. Donc au final, je fais long, je suis désolé. Globalement, on est sur une franchise qui est, on va dire, trop imparfaite et déséquilibrée en attaque pour pouvoir faire quelque chose qui va durer dans le temps. En plus, en faisant, j'ai oublié qu'il avait fait venir Jacoby Myers, qui est encore un ancien des Patriots, donc on retombe encore dans ce système-là, et avec une défense qui va prendre des camions de points tout au long de la saison. Donc, c'est sûr que ça sera le parent pauvre de l'AFC West cette saison, ça c'est sûr. On a d'ailleurs on a Brian Hoyer aussi, un ancien des Patriots qui est arrivé en quarterback backup, mais pas sûr qu'il soit backup parce que vu les performances d'Aiden O'Connell en pré-saison, ça se trouve il va se faire piquer son rôle de backup par le petit jeune. Mais bon, tout ça normalement, on parle des quarterbacks backup chez les Raiders parce que comme on a Jimmy Garoppolo, le quarterback numéro 1, le pauvre, c'est pas impossible qu'on ait un backup à un moment dans la saison. C'est loin d'être impossible. Bertrand en a parlé, il y a quand même un problème en attaque. On a Davante Adams derrière, sans vouloir porter offense à aucun joueur de NFL. Il y a quand même pas une profondeur d'effectif dingue chez les receveurs. Il y a le problème de Josh Jacobs. Qui n'est toujours pas réglé. On rappelle qu'il ne s'est toujours pas entraîné avec la franchise. Josh Jacobs, il n'est pas au camp d'entraînement, il n'a pas signé de contrat, donc officiellement, même s'il a été tagué, il ne fait pas partie de l'effectif contractuellement. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'a pas d'amende, parce qu'il n'est pas à l'entraînement. Donc on a ce cas de Josh Jacobs. Alors on nous dit il va revenir, mais quand? Alors peut-être avant le début du premier match de la saison. Il y a quand même un flou autour de ce cas-là. Il en reste quoi en attaque du coup? Il en reste quoi en attaque? Tu t'en as parlé, il y a Davante Adams. Voilà. Oui. Jacoby Myers, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est plutôt pas mal. Et puis il y a Hunter Renfrow. Enfin, vous semblez l'oublier. Alors ok, il a fait une saison un peu décevante l'année dernière, mais c'est un receveur plus que correct qui certes c'est des passes au numéro 1, mais on lui demande pas d'être au numéro 1. Il y a Davante Adams. Il va avoir sa place. Jacobs, on ne sait pas, mais en NFL, tu tapes dans un tas de cailloux, tu as 3-4 running backs qui sortent. Et puis, il y a encore quelques free agents qui peuvent faire la maille. Il y a Karim Hunt encore en running back. Et Leonard Fournette. Et Leonard Fournette, c'est vrai. Tu prends un joueur comme ça. Alors, je ne vais pas dire que ça va changer la face de l'équipe. Loin de là. Je trouve que Bertrand est un petit peu sévère. Moi, je ne les vois pas si. Je les vois, en fait, c'est une équipe où je les vois tout l'un ou tout l'autre. Ou je les vois faire une très bonne saison parce que la dynamique prend, et justement, c'est l'année 2 de McDaniels, et que tout le monde adhère à son projet. Ou alors, ça s'effrite complètement. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? En attaque, on change de quarterback. À mon avis, c'est juste pour mettre un quarterback temporaire en attendant de trouver mieux, parce que Garoppolo,
rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Hoyer, tu l'as dit, il n'y sera pas. O'Connell, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être le lancer dans le grand bain et avoir une belle histoire. Ensuite, tu l'as dit, tant qu'il n'y a pas de running back, c'est compliqué. Je rappelle juste, avant que tu continues le développement, qu'en running back, on a donc Josh Jacobs. Derrière, c'est Zamir White et Amir Abdullah. Amir Abdullah qui avait fait une très bonne saison il y a quelques temps. C'est pas... Et encore une fois, il y a quelques running backs qui sont en stand-by. J'ai parlé de. Moi, je pensais beaucoup à Léonard Fournette. Ça pourrait être pas mal. Il resterait du côté du soleil. Voilà. Il quitterait sa Floride. Voilà. Ensuite. Oui, vas-y, Bertrand. Oh, pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais. Excuse-moi, vas-y. Pardon. Non, mais vas-y. Non. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fond, mais je me dis aussi que c'est beaucoup de suppositions que si, par exemple, on récupère Léonard Fournette, ou si Joe Jacobs, de toute façon, se mettait quand même à jouer, ou si Hunter Renfrow retrouvait son niveau. Alors, Hunter Renfrow, c'est la meilleure. Je pense que c'est la valeur la plus sûre que tu as dit depuis le début sur le fait qu'il peut éventuellement retrouver son niveau. Ça, c'est sûr. Mais tout miser sur Jimmy Garoppolo qui vient d'arriver et que sur un coach qui a ses propres idées bien établies et qui va devoir faire tourner cette mayonnaise, même s'ils se connaissent tous, entre guillemets, ça risque d'être compliqué. Surtout, moi, je pense au fait qu'au niveau du planning, ils croisent avec la FC Est. De l'autre côté. Donc, ils vont se taper 4 matchs aussi. Ça va pas être simple parce que la FCS, c'est prévu, n'a pas encore été faite, mais globalement, elle va être intéressante aussi à faire celle-là. Et donc, je me dis que ça va, avec la défense qu'ils ont, ça va être un carnage. J'ai bien peur que ce soit un gros carnage. Donc, c'est pour ça que j'y allais franco de port. La défense, le problème de la défense, c'est plutôt le backfield. Ah oui, clairement. Mais certes, Peters est arrivé, il va pouvoir donner un petit peu d'expérience à ce backfield, mais devant, si tu as Crosby qui est quand même magnifique, Chandler Jones qui, s'il retrouve son niveau, déjà, tu as du pass rush et ça va aller chasser du quarterback. Et justement, pour moi, c'est vraiment ça. Ça va être, est-ce que c'est le front seven qui va pouvoir soulager le backfield? Parce que le backfield est un petit peu exposé. Donc, ça va être ça la vraie question. Parce que l'année dernière, si Chandler Jones fait une très bonne saison comme attendu, je pense que le backfield est beaucoup moins exposé, puisque du coup, Crosby n'est pas doublé face aux lignes adverses, et ça laisse beaucoup moins de temps. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi, tout miser sur Garoppolo. Je ne pense pas que le plan du côté de Vegas soit de tout miser sur Garoppolo, mais plutôt d'avoir Garoppolo en tant que grand frère pour donner les clés du système, comment fonctionne l'attaque à justement O'Connell derrière. Donc pour moi, c'est ça en fait le vrai truc. Et puis il va lâcher l'affaire, ils vont lui trouver une blessure et hop, il le coupe une fois qu'il aura donné les clés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Sachant qu'en plus, je fais une dernière remarque, c'est que pour le coup, les insiders américains sont pas trop méchants avec les Raiders. Ils placent la franchise au niveau de ligne offensive dans la note globale sur la 15e position sur 32. Donc, c'est-à-dire moyen, quoi. Donc, c'est vraiment, on sent bien que ce sera pas l'attaque qui va faire défaut foncièrement aux Raiders. On sent que ça va être plutôt la défense. Il va leur falloir une grosse ligne défensive. T'en as parlé, Bertrand, mais ils ont ajouté Tyree Wilson aussi à la draft, qui est normalement un top prospect quand même sur la ligne défensive. Oui, Yaya. Et il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Je pense que c'est une équipe qui cherche à se construire, qui est dans une phase de construction, que c'est la 2e année de McDaniels. Tu l'as dit, ils ne se font pas détruire, oui, parce que c'est quand même une franchise extrêmement mythique, dont on en a parlé avec Seb plusieurs fois. C'est une équipe dont la NFL a besoin, une franchise dont la NFL a besoin. Surtout quand ils étaient à Auckland, où il y avait le fameux Black Hole. Pour moi, c'est vraiment, il y a besoin que cette franchise retrouve son lustre d'antan et sur plusieurs années. Et je pense que ça passe. Malheureusement, ils ont coupé Derek Carr, ils n'ont pas trouvé leur bonheur après, mais ça passe par un quarterback un peu plus expérimenté ou franchise quarterback. C'est ce qui manque. Voilà. Et
il manque encore quelques étapes pour pouvoir concurrencer les étapes du haut. Le départ de Khalil Mack à Chicago n'a toujours pas été remplacé et je pense qu'il a laissé orphelin. Et malgré tout, pour moi, c'est là-dessus qu'il va falloir rebâtir la défense parce que c'est une équipe qui, à la base, a une identité défensive. Il portait très, très bien le logo, c'est-à-dire que c'était des vrais raiders, c'est-à-dire qu'ils allaient attaquer les bateaux adverses. Et pour moi, je pense qu'il y a besoin de ça, quelque chose d'un peu moins lisse. Et surtout qu'à Vegas, ça s'y porte plutôt bien. Et ils ont tout pour fitter avec la ville dont le surnom est Sin City. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être important pour eux. Tu parlais Alors, de dernière Khalil chose, Mack il y a après, quelques secondes. Oui, vas-y. Vas-y, Bertrand. dernière chose, je te rends la parole, Flav, juste pour Yaya, parce que nous, c'est un élément qui nous est cher à nous deux par rapport à notre franchise, c'est que j'espère qu'il n'y ait pas eu un coup de vis de Sin City, justement, de la part des Raiders. Ça nous a envoyé Darren Waller, parce qu'il avait quand même prolongé 3 ans pour 51 millions, et ils nous l'ont cédé. Alors, j'espère juste, petit aparté, qu'il est quand même en grande forme pour nous faire une bonne saison, parce que ça, c'est un élément qui est parti aussi, et qui, normalement, devait être un apport pour la future saison des Raiders, mais ils l'ont laissé partir, bizarrement. Donc, à suivre. Alors, moi, je ne trouve pas ça bizarre, ce trade. Je pense, encore une fois, que c'est une équipe qui se prépare pour les années futures. Sinon, c'est pour ça qu'ils ont pris des tours de draft et pour Darren Waller. Et ils ont essayé l'an passé de récupérer Davante Adams pour un win now move. C'était un lose now plutôt. Exactement. Ben, malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu des blessures justement de Darren Waller notamment. Ça n'a pas marché. Voilà, je pense que cette année, ils reconstruisent et ça va être dans quelques années parce que je pense qu'ils savent que la fenêtre, la marche est beaucoup trop haute pour l'instant. On parlait donc tout à l'heure de Khalil Mack, j'en reviens à ma transition. Khalil Mack qui maintenant est du côté des Chargers de Los Angeles. Et oui, bravo, merci d'avoir suivi. Les Chargers de Los Angeles qui étaient deuxième l'an dernier avec un bilan de 10 victoires et 7 défaites et qui sont considérés dans le monde de la NFL comme les potentiels outsiders ou au moins comme les principaux outsiders aux Chiefs de Kansas City. Ils ont fait un petit voyage en playoff l'an dernier qui s'est pas très très bien passé du côté de Jacksonville. Enfin, ça s'est bien passé pendant la première mi-temps et puis après ça a été un peu plus compliqué. Est-ce que les Chargers peuvent encore progresser? Est-ce que Justin Herbert, Bertrand, peut encore progresser cette saison? Il a un nouveau coordinateur offensif qui est arrivé des Cowboys de Dallas et on sait que tu portes cette franchise dans ton cœur. Évidemment, tu t'en doutes bien. D'ailleurs, je me permets, hein, c'est honteux parce que d'après les insiders américains, les New York Giants sont classés 23e au niveau de la défense. Enfin, c'est juste une aparté pour dire que c'est honteux. Donc, Justin Herbert, est-ce qu'il peut nous faire une nouvelle très belle saison et progresser encore? Alors, globalement, c'est comme la phrase de... Je vais placer Arnaud Montebourg dans notre podcast et les jeunes nous en excuseront. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été ministre, hein, Arnaud Montebourg. Voilà. Frondeur. Et alors, en fait, Arnaud Montebourg a dit un jour sur un plateau de télévision qu'en fait, le plus gros défaut de Ségolène Royal, qui était se présenter justement à la présidence, c'était son compagnon, son mari. Donc, en faisant allusion à François Hollande. Et ben, j'ai envie de dire, pour Justin Herbert, c'est la même chose. Pour Justin Herbert, le plus gros défaut de Justin Herbert, c'est sa franchise, en fait. Parce que pour le coup, le gros problème de Justin Herbert et des Chargers, c'est, et ça restera toujours, et ça a été sur quelques années, toujours un manque de stabilité dans les grands rendez-vous et une équipe qui se délite immanquablement dans les moments qui comptent, que ce soit en play-off ou en saison régulière face aux grandes équipes. Donc il y avait Brandon Staley qui avait apporté justement un coaching, on va dire, audacieux, le fait de tenter des quatrièmes tentatives, et ça on peut l'en remercier parce que ça donne du beau jeu. Simplement, le gros souci, c'est qu'à un moment donné, pour X raisons, et ça on ne saura pas la raison, et moi je ne la connais pas non plus la raison, c'est une équipe qui, en défense, peut être très bonne, mais malgré tout, elle a
elle a quand même pas des playmakers énormes, mais qui peut être très bonne, et puis qui se délite à un moment donné dans la rencontre, c'est-à-dire elle va faire une mi-temps, pas la deuxième. Le frère Bossa, Joey Bossa, pareil, à un moment donné, va faire une super première mi-temps, puis après, ou un super premier quart-temps, puis dans les 3 autres quart-temps, on le verra plus. Et ça, c'est d'ailleurs l'image de la franchise au global. Et ça, c'est ça, en fait, qui, à un moment donné, leur fait défaut pour tout ce qu'ils veulent faire. Donc, Herbert, il est tributaire, en fait, de la performance des autres. Il n'y a que Austin Ekeler qui lui apporte toujours, on va dire, cet élément de perforation qui permet à l'équipe, malgré tout, d'avancer. Alors, ils ont toujours Keenan Allen, ils ont toujours Mike Williams. Bon, il y a Quentin Johnson qui arrive comme en élément supplémentaire pour l'attaque. Et donc là, on espère, je sais pas, qu'ils brûlent un cierge, qu'ils mettent, je sais pas, de l'ail dans le vestiaire. Il ne manque plus que de la stabilité pour pouvoir avancer correctement dans une saison. Yaya, tu trouves Bertrand sévère ou non, ça va? J'avais une question sur le jeu de course. Le jeu de course qui a été une catastrophique l'an dernier. Troisième pire attaque au sol pour les Chargers en saison régulière. Est-ce que c'est ça finalement le talon d'Achille de cette attaque des Chargers? C'est peut-être même de la franchise en général parce que la défense contre la course n'avait pas été exemplaire non plus. Je pense, comment dire ça? Je pense que c'est plutôt le play calling qui est à blâmer là-dessus, où on a délaissé volontairement le jeu de course, même si Austin Ekeler était le meilleur performeur en fantasy. Donc, il a quand même eu des ballons. Donc, je suis pas forcément d'accord avec le fait que Austin Ekeler n'ait pas eu assez de ballons. Je pense qu'on ne lui a pas donné le ballon. On a surtout mis en avant le bras de notre ami Justin Herbert et on essaie de maximiser. Pour faire une petite analogie, moi j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu à la fin des années 90, fin des années 80, début des années 90, avec Dan Marino, avec une équipe qui a un quarterback et qui doit faire des miracles. Après, quand je dis faire des miracles, oui et non, attention, on va remettre les choses dans le contexte. L'an passé, Keenan Allen, Mike Williams ont été souvent blessés. Ils ont très peu joué tous les deux. Tu peux généraliser à la franchise en entier. Hein. C'est quand même une franchise qui a été particulièrement frappée par les blessures l'an dernier. Et ce qui crée aussi cette instabilité. Oui. Je disais juste ce qui crée cette instabilité. Là, on peut nuancer mon propos d'ailleurs. Exactement. Moi, je pense qu'il y a le facteur blessure. Joey Bossa a été blessé, Kenny Mack a été blessé. JC Jackson. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est ce genre de choses qui me fait dire si les planètes s'alignent. Mais le problème, c'est que les Chargers restent les Chargers et les planètes ne s'alignent jamais. Voilà, donc, les Chargers restent les Chargers. C'était vraiment la phrase à trouver à ce moment-là. Peut-être que ça aurait résumé tout mon propos. Et là, tu as tout dit. Voilà. Je pense que Justin Herbert est un excellent quarterback qui va magnifier l'attaque. On parlait de blessure, d'ailleurs, il est rentré parce que le médecin a perforé le poumon du quarterback d'avant, Tyrod Taylor. C'est dire à peu près le staff médical. Ouais. Je pense que justement, tu le mets du côté de Miami. Miami est candidat au Super Bowl. Tu vois? Et lui, on en parle de lui, c'est une méga star. Mais il est à Los Angeles, dans une ville pour qui le football fait ni chaud ni froid. Le stade est souvent vide. Dans une mégalopole comme ça, il y a très peu d'attachement à la ville. Enfin, la ville est très peu attachée à son équipe. Ça n'aide pas. J'aimerais que les Chargers fassent autre chose, mais j'ai l'impression qu'ils vont un petit peu rester toujours dans cette entre-deux où ils vont pas être médiocres, ils vont être juste au-dessus. Ils vont être bons, mais pas. J'avais dit il y a quelques temps de je sais plus quel joueur, c'est comme une belle femme que tu embrasses, mais qui sent mauvais de la bouche, quoi. Tu vois?
C'est l'analogie du Elle, jour. Je crois que elle vaut bien mon Arnaud Montebourg, celle-là aussi. oui, Oui, oui. on est revenu sur Alors du moi, très très haut niveau là. je cite ma source, c'est André Manoukian dans La Nouvelle Star il y a très longtemps. Voilà. Ouais. Mais donc voilà, ils sont pas loin, Et mais pas près non plus. ce qui reflète le mieux ton propos du ils sont pas loin, c'est que l'an dernier quand même, ils perdent 2 fois contre Kansas City, certes, mais ils perdent 2 fois de justesse. Ils perdent de 3 points à l'aller 27-24, si j'ai pas de bêtises, et ils perdent au retour sur un touchdown de Travis Kelce à 30 secondes de la fin. Et ils perdent de 3 points aussi. Donc à chaque fois, ils étaient pas loin. Vous allez me dire, avec des si, on remet Paris en bouteille. Mais Oui. si jamais ces 2 matchs s'inversent, ils sont champions de division. Mais sachant que le problème aussi, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure pour les Broncos, je crois, et là pour le coup, le côté positif pour les Broncos, malgré tout, c'est que, non, j'ai dit pour les Raiders, pardon, du côté du fait qu'ils allaient manger méchamment cette année, c'est pareil pour les Chargers, ils croisent avec la FCS, des matchs qu'il va falloir scoltiner aussi. Donc si l'année dernière, je me souviens plus de tout le calendrier et de qui ils ont croisé, mais si malgré tout, à un moment donné, au lieu de 17, tu finis à 9-8 ou 8-9, parce que justement, tu as perdu des matchs qui étaient très importants face à des grosses équipes qui sont beaucoup plus armées, ça va être compliqué. À la décharge, ils ont quand même essayé de faire venir Eric Kendricks des Vikings en complément pour la défense, avec justement Khalil Mack. Donc ça, c'était plutôt bien joué pour le coup. Et donc ça, c'est peut-être un élément qui va enfin faire aussi avancer les choses. À voir. Après, au final, juste finir là-dessus par rapport à ce qu'a dit Yaya sur ils sont pas ceci, mais ils sont pas cela. Bah, même dans les notations au niveau de leur ligne, ils sont notés 12e au niveau de la ligne offensive. Donc, je veux dire, c'est moyen plus, on va dire, sur la ligue. Et ils sont notés 15e au niveau défensif, ce qui est vraiment pratiquement au milieu aussi. C'est vraiment une équipe qui se cherche tout le temps. Et je ne sais pas si c'est dû à la structure de la franchise, mais en tout cas, elle n'a jamais trouvé un équilibre durant toutes ces années. Alors, juste une petite chose, Flav, avant que tu continues. Moi, il avait la tête sur le bio cette année, il a réussi à l'enlever au dernier moment. Je pense que le front office ne lui laissera pas une autre année d'échec. Et là, il faut aller en playoff et gagner en playoff. Tout à fait. Et sachant que il y a très peu de chances de gagner la division, on l'a dit, les Chiefs sont réellement en avant. Donc, c'est de dire qu'il faut gagner un match à l'extérieur, au moins en playoff, contre un champion de division. Et ça passe sur une excellente saison aussi, parce que Bertrand l'a rappelé, il croise avec la FCS. Ça passe sur une excellente saison, parce que la FC sera extrêmement concurrentielle cette année. Donc pour aller chercher un spot de non-champion de division, ça va quand même être aussi folklorique. À la Oui, limite, si tu tombes, après ça dépend de ton tirage. Si tu tombes sur celui de l'AFC Sud, le champion de l'AFC Sud, t'es pas les si mal que Texans. ça. Ou Jacksonville, le remake. Et cette fois, tu ne te fais pas Ah, prendre. Parce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à s'en relever de celle-là. oui, c'est sûr que ça fait toujours mal. On passe aux champions en titre, les Chiefs de Kansas City, champions pour la 7e fois l'an dernier. Oui, Yaya, je te vois déjà sourire. Tu auras le droit de faire ton imitation de Patrick Mahomes dans quelques secondes. Juste avant, je te laisse, j'introduis les Chiefs, si j'ose dire. Les Chiefs de Kansas City, donc 14 victoires, 3 défaites l'an dernier, champions pour la 7e fois de suite. Tiens, Yaya, comme ça tu peux commencer avec ton imitation. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut arrêter les Chiefs cette année? 81, hey, good game. Blague mise à part, J'adore, bravo. je pense que ce qui va leur manquer le plus, c'est le départ de Eric Bieniemy. Je pense que ça va faire extrêmement de mal à l'attaque parce que c'est lui qui gérait vraiment cette partie. Manque un peu le départ, malgré tout, de Juju Smith-Schuster va soulever quelques interrogations parce que Kadarius Toney, qu'on a bien connu, effectivement, Bertrand, du côté des Giants, on ne peut pas dire que ce soit la sécurité sociale, comme disait l'autre. Donc, moi, ça me fait un petit peu peur par rapport à ça. Il y a aussi une chose, c'est qu'effectivement, l'année dernière, ils ont un très très bon bilan de 14-3, mais ils ne devaient pas être first seed. On oublie. Tu vas nous ressortir les Bills. Sortir le Bills Bengals.
Bah oui, si le Bills Bengals va au bout, il y en a un des deux qui revient à égalité. Ils ont pas le tiebreaker sur eux. Donc, tu vois, comme quoi ça se joue des fois à vraiment pas grand chose. Et je pense que il était possible qu'ils rencontrent les Bills plus tôt et qu'ils retombent sur Cincinnati beaucoup plus fatigués. Donc du coup, il manque un peu de profondeur, oui et non. C'est l'équipe qui est championne. Sur le poste de receveur, malgré tout, après Pat Mahomes, qui est le meilleur quarterback de la ligue, quoi qu'on en dise, il est très très fort en récup. Il sait comment prendre soin de son corps avec des boules de bain. Et des joueurs de saxophone. Et des joueurs de saxophone qui lui font du bien. Donc et Brittany, voilà. sa femme. Et voilà. Et son frère qui fait des danses à côté, Jackson. Voilà. Si vous n'avez pas vu la série Quarterback, on vous la conseille, bien évidemment, sur Netflix. On fait pas de pub, mais. Et je pense que il va faire émerger. Et puis tant que Travis Kelce est là, bon, on va voir comment Pacheco va se remettre de sa blessure s'il sera la week 1. Et après, ça va être la défense de limiter au maximum les points. Mais c'est une équipe qui arrivera toujours à trouver un moyen de marquer plus de points que l'adversaire. Pour moi, c'est même pas un doute, quoi. Ils arriveront toujours à marquer plus de points que l'adversaire. Tu as parlé de Travis Kelce, juste je vais rebondir là-dessus. Bertrand, est-ce que la connexion Mahomes-Kelce, quand on sait que le corps de receveur est pas, comment dire, est limité, sans vouloir, voilà, il n'est pas fifou, comme dirait Sébastien qu'on salue. Alors après, on va savoir très vite si Pat Mahomes peut faire briller à peu près n'importe qui ou si voilà, hein, c'est pas n'importe qui y a dans les receveurs de Kansas City, évidemment, mais voilà, même avec un corps de receveur qui est pas exceptionnel, est-ce qu'il va réussir à amener cette attaque à des sommets? Est-ce que Travis Kelce, qui arrive à 33 ans, on sait que c'est un âge pour les tight ends qui est charnière parce que très peu ont réussi des grosses saisons au-delà de cet âge-là. Est-ce que Mahomes Kelce, ça peut encore très bien marcher cette année et est-ce que ça peut encore emmener Kansas City très loin dans la division et plus tard dans les playoffs? Je vais te dire très simplement, la franchise de Kansas City a le meilleur quarterback, là Yaya l'a dit, dans son effectif. Il a aussi le meilleur coach dans son effectif qui est capable de faire briller justement. Il avait Juju Smith-Schuster, bon, qui est parti, mais qui n'était pas, excusez-moi, j'ai rien contre lui, mais je veux dire qu'il n'était pas un foudre de guerre ni ce qu'on appelle un receveur numéro 1. Peu importe, là, ils ont Sky Moore qui va remplacer cet élément-là sans problème. On sait que de toute façon, la connexion avec Travis Kelce, elle va être là, elle sera de nouveau là. Et même s'ils connaissent leur jeu par cœur, même s'ils ont étudié le cahier de jeu de leur coach Andy Reid, peu importe de la part des adversaires, il y aura toujours, ça fonctionnera toujours. Patrick Mahomes invente des nouvelles passes où il fait des passes dans le dos vers l'avant, comme un basketteur qui fait une passe dans le dos à un autre joueur. Que ce soit Isaiah Pacheco et Jerick McKinnon, donc on sait très bien, Clyde Edwards-Helaire, on sait très bien que c'était pas sur le jeu de course qu'il basait tout, donc ce sera un complément qui va permettre de faire avancer l'équipe. Il a récupéré Kadarius Toney, où en soi, il a réussi à faire de lui un joueur qui allait pouvoir justement, même s'il a un tempérament exécrable, donner quand même son potentiel, même s'il est exécrable. Ils ont récupéré Rashee Rice, qui est un receveur également, et qui, lui, je pense qu'il doit être le plus heureux de la Terre de se dire qu'il va jouer avec Patrick Mahomes. Il saura faire briller Marquez Valdes-Scantling. Ils ont une ligne offensive qui est globalement notée 4e cette année, où ils n'ont pas perdu d'éléments à part Orlando Brown, qui est parti du côté justement des Bengals, pour le coup. Et après, c'est peut-être une histoire, entre guillemets, de la défense, où on se demande si le fait de la perte de Frank Clark parti chez les Broncos, et le fait qu'elle est classée à les milieux de tableau également par les insiders américains au niveau de sa performance, c'est peut-être cet élément-là où on se dit, attention, est-ce qu'ils ne vont pas prendre trop de points qui va vraiment, à un moment donné, les faire déjouer, ou en tout cas, ne plus les laisser dans le match. Donc, c'est juste cette interrogation-là qui arrive à un moment donné, mais je ne sais pas pourquoi, à l'inverse des Chargers,
Il y a une bonne étoile également sur les Chiefs, où ils arrivent toujours, de toute manière, à avancer. De toute façon, eux, ils arrivent au final, il reste 3 tours de playoff, le divisional, le conférence et le Super Bowl. Et au final, à un moment donné, peut-être par expérience, par le fait d'avoir un coach exceptionnel, ils arrivent à aller jusqu'au bout. Je ne dis pas qu'ils vont aller au Super Bowl et qu'ils vont gagner de nouveau, mais on sait très bien que c'est une équipe qui va avoir ses 12-13 victoires et qui va finir au moins en finale de conférence, à part gros problème. Alors oui, il y a eu l'histoire du match entre les Bills et les Bengals. Si ma grand-mère en avait, on appellerait mon oncle. Voilà, globalement, on peut dire ce qu'on veut. Ils sont quand même sur deux Super Bowls de gagner de suite. Moi, je sens bien que de toute façon, ça va être la même mayonnaise cette année au final. Il y a George Karlaftis qui est là également pour donner toute sa pleine mesure pendant les matchs. Voilà, c'est tout. Ça va être de la domination, encore une fois, sur la Ligue. Basta. Alors, domination sur la Ligue, domination déjà sur la division. On va commencer par là. Votre classement de cette division AFC West, de la première à la 4e place. Et en précisant évidemment s'il y a un deuxième qualifié, s'il va pour vous en play-off ou pas. Si le deuxième, le troisième éventuellement, ou le quatrième. Allez savoir, les 4 équipes en play-off. On a failli avoir ça avec la NFC Est l'an dernier. Bertrand, ton classement de la division AFC West pour cette année 2023. Alors, Chiefs, Broncos, Chargers, Raiders. Donc les Broncos devant les Chargers. Ouais. C'est ça, hein. Chiefs, Broncos, Ouais, Chargers, Raiders. Après, je suis désolé. Après, on est là aussi pour tenter. On n'a pas la science Ah oui, infuse. oui, On dit pas que vas-y. tout ce qu'on dit globalement est parole d'évangile. Tu peux même tenter les Raiders champions. Hein. Ça tombe, on va nous dire oui que les Raiders ont fait une super saison, mais moi je tente le coup parce que je pense que peut-être la mayonnaise va enfin prendre avec les Broncos et l'effectif qu'ils ont, et que grâce à leur défense, ils vont mettre plus de points, et grâce à leur défense, ils risquent de passer. Et je parle toujours du déséquilibre des Chargers qui risque de leur faire mal avec le croisement de la FCS. Donc je reste sur Chiefs, Broncos, Chargers et Raiders. Et est-ce que les Broncos vont en play-off avec leur deuxième place? Il y a quand même la FC Nord. Bon, la FC il y en a 3 autres. Il y a un petit poste. Ouais, non, mais je suis en train de regarder la FC Est. Je pense pas, malgré un bon. Allez, un 17 ou 9-8, je pense pas qu'ils iront plus. Ouais. Yaya, je t'écoute pour ton classement. Chiefs en 1, en 2 les Chargers, en 3 les Raiders, en 4 les Broncos. Et les Chargers en play-off? Je m'insurge sur Raiders et Broncos là. Ah, tu peux, mais moi j'y crois pas du tout. Il a confiance en Josh McDaniels, il a le droit. Non, mais... Et je parie sur une autre chose, c'est que les équipes adverses, comme elles viennent la veille du match, ils passent leur nuit dans les casinos de Vegas et ils sont incapables de jouer le lendemain. Non, mais c'est vrai. Par chance, mais là, il y a trop de déséquilibre pour que les Raiders fassent quelque chose. Les Saints, ils y vont pas, donc Alvin Kamara déjà va éviter les boîtes de nuit de Las Vegas, qui est déjà une bonne nouvelle pour la franchise. Ça lui évitera de reprendre des matchs de suspension, c'est déjà pas mal. Pour moi, je vais mettre moi, je vais faire dans l'ordre classique, vous voyez. Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders, voilà, comme ça. Je ne prends pas de classique. parce que c'est l'ordre qui est donné par les bookmakers notamment. Ah oui. Je prends l'ordre des favoris. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de surprise dans cette AFC West. Et il pourrait y en avoir dans d'autres divisions. Et pourquoi pas dans la NFC West, dont nous parlerons en fin de semaine. Une nouvelle preview qui sera publiée vendredi sur les canaux de The Free Agent, où on parlera donc de la NFC West, des 49ers, on parlera des Rams, on parlera de tout le monde, hein, les 4 équipes de la division. Ce sera vendredi. En attendant, les amis, merci à Bertrand et Yaya d'avoir participé à ce podcast. Portez-vous très bien et n'oubliez pas de nous suivre sur tous les canaux de The Free Agent. À très vite. Salut. Ciao. À bientôt, The Free Agent. À bientôt. Ciao.